à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa cette semaine dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Zoom sur la zone économique spéciale africaine de Hancock au Gabon et sur la transformation du bois avec l'impact du nouveau règlement européen zéro déforestation en Afrique. Et tout de suite, voici les titres. Vers une économie plus verte, c'est la stratégie du Gabon à travers la zone économique spéciale de Hancock. On collecte 1 à 3 arbres par hectare pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la forêt du Gabon est relativement riche. On retrouve environ 400 espèces d'arbres différentes à l'hectare. Focus sur les agripreneurs du Nigeria, des startups qui comptent bien faire reculer le chômage. Nous avons passé la barre très haut. Nous voulons devenir une entreprise internationale et fournir tous les supermarchés au Nigeria. Ensuite, nous nous tournerons vers l'exportation vers d'autres pays africains et, qui sait, peut-être le monde entier. Une algue centenaire pour se vivifier, c'est le pari de la spiruline, une microalgue découverte au bord du lac Tchad et aujourd'hui célèbre dans le monde entier. On s'est rendu compte que ce produit était devenu un produit merveilleux, un produit extraordinaire. Pour les enfants de 0 à 5 ans, en 30 jours, les enfants récupéraient totalement leur santé. Nous ouvrons cette édition avec le Gabon où je me suis rendue il y a quelques semaines. Depuis 2012, un programme attire beaucoup d'attention. Il s'agit de la zone économique spéciale de Hancock, installée sur 1126 hectares et qui illustre bien tout l'enjeu de la transformation des ressources naturelles. Objectif de ce partenariat public-privé entre l'État gabonais, le groupe singapourien Olam et l'Africa Finance Corporation, offrir aux entreprises un cadre propice à l'industrialisation et un guichet unique pour réduire les procédures. J'ai visité ce parc industriel multisectoriel qui a été classé en 2020 meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois. Regardez. Nous sommes à Libreville, dans la zone économique spéciale au Gabon, la G16. Pour lutter contre la déforestation, le pays a mis en place des politiques fortes. Objectif, défendre les forêts qui recouvrent plus de 85% de son territoire. Des installations spéciales comme la G16, née en 2010 grâce à un partenariat public-privé, conclu entre Arise IIP, une joint venture entre AFC et Olam, et le gouvernement du Gabon, ambitionne de créer des chaînes de valeur vertes pour contribuer au développement du pays et des habitants. Il s'agit d'un travail de longue haleine afin de créer un cadre législatif et des infrastructures opérationnelles permettant aux industriels de s'installer dans l'espace en quelques jours. Nous travaillons avec le gouvernement pour créer le cadre législatif, ce que j'appelle l'infrastructure soft. Ensuite, nous construisons l'infrastructure physique. Il s'agit des routes, de l'eau, de l'électricité, de l'usine de traitement des effluents, de sorte qu'en tant qu'investisseur, vous avez toutes les infrastructures nécessaires pour être opérationnel et démarrer votre industrie tout de suite. Une industrialisation qui se veut respectueuse de l'environnement et de cette forêt tropicale essentielle pour les populations autochtones et locales et qui sert d'habitat essentiel pour les espèces menacées. Mais comment exploiter ces forêts en maintenant un faible taux de déforestation? Cela semble être un enjeu maîtrisé à la plateforme bois de la G16. Au Gabon, on prélève environ 1 à 3 arbres à l'hectare. On ne peut donc pas vraiment parler de déforestation. On collecte 1 à 3 arbres par hectare pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la forêt du Gabon est relativement riche. On retrouve environ 400 espèces d'arbres différentes à l'hectare. Et le marché, lui, se focalise sur un petit éventail d'espèces. Donc ne fût-ce qu'à cause de cette condition-là, on est forcé de prélever un petit nombre d'arbres à l'hectare, sans compter qu'au niveau de la loi gabonaise, le diamètre minimum d'exploitation d'un arbre est fixé. Et généralement, il est fixé au-delà de 70 cm à hauteur de poitrine. La zone économique spéciale regroupe 144 entreprises de 16 pays opérant dans 70 secteurs industriels, dont un cluster dédié à la transformation du bois qui regroupe 84 entreprises. Parmi ces entreprises, Africa Panel View qui recycle les déchets de bois afin de créer un cycle de production plus vertueux. Nous recyclons les déchets de bois dans la zone économique. Après le recyclage, c'est pour avoir le panneau de particules qui est un substitut du contre-plaquette et qui est fabriqué à base de colle et de particules de bois. Donc, après avoir récolté les déchets, il y a plusieurs transformations, le dépluffage, le broyage, le séchage, la ségrégation, la formation des panneaux et à la fin, nous avons la formation du panneau final qui est impacté et nous avons plusieurs calibrages. Ça dépend de la demande extérieure. Donc, nos produits, il est notamment utilisé dans les meubles de bureau,
la fabrication des tables bancs, la fabrication des portes, des fenêtres, le design intérieur des maisons, le parquet et plusieurs autres produits qu'on peut avoir à partir de ce panneau de particules. Avec 3,4 millions de mètres cubes produits chaque année, le Gabon est devenu le premier producteur et exportateur africain de contreplaqués tropicaux et le deuxième exportateur mondial. Le pays entend aller plus loin dans la valorisation de ses produits bois en transformant la G16 en un centre de fabrication de mobilier Made in Gabon, mais aussi en exportant du mobilier premium. Un exemple ici avec Akiba, qui exporte principalement ses produits très haut de gamme vers les États-Unis. Akiba est une marque de mobilier premium qui est fabriquée au Gabon. On exporte principalement actuellement aux États-Unis, en Floride, où on vient d'inaugurer un magasin, un showroom à Miami. On a pour ambition d'ouvrir un deuxième showroom ici à Libreville, et en plus de celui-ci que nous avons ici à Hancock. Donc nous produisons principalement du meuble premium. On est très engagé sur tout ce qui est environnement, social, et également sur le Made in Gabon avec une partie artistique qui s'appelle Akiba Art. Reste à savoir si en dépit de ces débouchés, la filière bois est suffisamment attractive pour la jeune génération. Des journées portes ouvertes sont organisées dans la zone économique pour les étudiants justement afin de leur faire découvrir les métiers du bois. Je vais apprendre les différents métiers du G16, notamment la transformation du bois, tels que les différents métiers, comment transformer le bois, que ce soit au niveau final, que ce soit au niveau standard. Je suis venu normalement voir comment tout se préparait par rapport à la transformation du bois et j'ai été très content des résultats donnés par le G16. Le secteur est florissant mais doit encore déjouer des embûches. L'un de ces obstacles est l'enjeu crucial pour la filière bois de la certification indépendante. Tresser, le bureau indépendant de certification et de traçabilité du bois à Hancock reconnu par l'Union européenne, a été momentanément suspendu par les autorités gabonaises en mars 2023. Les activités de Tresser ont finalement été rétablies il y a quelques semaines, mais sa suspension est la preuve des problèmes persistants de réglementation au sein de cette filière bois très convoitée au Gabon. Et justement, cette question de la traçabilité du bois est déjà au cœur de l'actualité. C'est en effet dans quelques mois que devrait commencer à entrer en vigueur le nouveau règlement zéro déforestation adopté le mois dernier par le Parlement européen. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, de règles de diligence beaucoup plus strictes pour les entreprises qui importent en Europe de l'huile de palme, des bovins, du soja, du café et du cacao, du bois et du caoutchouc ainsi que les produits dérivés. Pour parler de l'impact de ce nouveau règlement européen sur le secteur du bois en Afrique, je suis rejointe par Guillaume Lescuyer, chercheur au CIRAD. Guillaume Lescuyer, merci de me rejoindre sur Business Africa. Pouvez-vous expliquer ce que ce règlement va désormais exiger des pays considérés comme à risque de déforestation? Donc c'est un règlement qui s'applique aux pays qui souhaitent exporter leurs commodités vers l'Union européenne, mais aussi qui s'applique également aux pays de l'Union européenne eux-mêmes. Pas qu'il y ait de discrimination commerciale. On aura 18 mois pour le mettre en œuvre pour les grandes entreprises et 2 ans pour les petites entreprises. Ça veut dire qu'un importateur européen qui va apporter du bois ou de l'huile de palme, du caoutchouc naturel, va devoir tout mettre en œuvre pour démontrer que le produit qu'il importe n'a pas généré de déforestation ou de dégradation forestière. Voilà, c'est la principale mesure. Et cette mesure, elle est d'autant plus rigoureuse pour les pays qui sont considérés comme à haut risque de déforestation, parce qu'en fait, les contrôles seront plus réguliers, les amendes seront plus coûteuses et on va exiger plus de critères à vérifier que pour des pays à faible risque ou à risque considéré comme presque nul de déforestation. Et concrètement, cela suppose des efforts de traçabilité? Alors, le règlement européen, il impose aussi, et c'est l'autre mesure phare, une traçabilité des produits à la parcelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir retracer l'endroit où le produit a été produit, récolté, alors que ce soit du bois, du cacao, de l'huile de palme, etc. Et ça, aujourd'hui, très peu de systèmes de traçabilité le proposent, et notamment les systèmes de traçabilité publics qui sont aujourd'hui moins exigeants que cela. Il va falloir que les exportateurs vers l'Union européenne mettent en place ce type de traçabilité qui remonte à la parcelle. Et donc, ça veut dire quelque part, alors techniquement, on sait le faire, certains standards privés de type FSC pour le bois, de type RSPO pour l'huile de palme, de type Rainforest Alliance
pour le cacao, par exemple, le proposent. Mais la vraie difficulté qu'on va avoir est celle du coût. Qui va supporter le coût de cette traçabilité qui peut coûter cher quand vous avez des dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de petites parcelles à inventorier pour pouvoir exporter votre produit vers l'Union européenne. Mais avec ces risques de surcoût, la mise en œuvre n'est-elle pas compromise? Si on se pose la question de la mise en œuvre de cette réglementation, avec beaucoup de choses qui ont été peu concertées, on peut avoir quelques craintes parce que des pays producteurs vont être réticents, voire résistants à mettre en œuvre ce règlement européen et vont peut-être davantage se tourner justement vers des marchés qui sont moins regardants en termes de déforestation, dégradation forestière, voire considération sociale, etc. Là, il risque d'y avoir un souci. Alors, l'Union européenne est bien consciente de ça, enfin la Commission, les délégations, et il y a un certain nombre d'accompagnements qui sont proposés, qui vont être de plus en plus proposés. Alors, on parle notamment des fameux partenariats forestiers que l'Union européenne a mis en branle il y a quelques mois, avec, si je ne m'abuse, 8 pays tropicaux, dont le Congo, par exemple, pour l'Afrique centrale. Ça veut dire que l'Union européenne va devoir mettre en place une forme de concertation, enfin en tout cas un accompagnement à moyen terme pour aider les pays à mettre en œuvre ce règlement ambitieux pour tous. Guillaume Lescuyer, merci beaucoup. Qui va hériter des moulins du groupe français Castel au Togo, au Congo, au Gabon et au Cameroun? En avril, le groupe français a annoncé vouloir se défaire de sa filière meunerie et depuis, les prétendants se bousculent. Il y a tout d'abord les sociétés spécialisées dans l'agroalimentaire Seaborn et Ameropa, mais aussi le groupe marocain Fort Afrique ainsi que le singapourien Olam. Des groupes de trading extérieur à l'Afrique sont aussi intéressés par la reprise de ces activités de minoterie. Et nous restons dans le secteur de l'agroalimentaire avec les jeunes pousses de l'agrobusiness bien décidés à allier tradition et progrès. À l'heure où l'Afrique ambitionne des pôles agro-industriels, nous avions été à Ibadan, au Nigeria, à la rencontre de jeunes entrepreneurs qui ont monté leurs affaires dans un secteur toujours porteur, en dépit des difficultés économiques de leur pays. Regardez. Une idée parfaite pour passer entre les mailles du filet de la crise. Voici la ferme aquacole d'Idowu, un entrepreneur de la région d'Ibadan au Nigeria. Ce botaniste de formation a commencé à s'intéresser à l'aquaculture avant d'apprendre le métier ici, à l'incubateur de l'Institut d'agriculture tropicale. Il y a 3 ans, l'Institut a apporté $50 000 pour lui permettre de débuter son affaire avec des associés. Pendant nos études de faisabilité, nous avons trouvé un étang laissé à l'abandon. Ça nous intéressait et nous avons décidé de le remettre en état. C'est comme ça que notre entreprise a démarré en 2014. L'élevage de poissons-chats résiste bien à la crise au Nigeria, au point qu'Idowu a bien vite eu besoin d'aide. Il emploie aujourd'hui Ridwan, un jeune homme de 21 ans dont les parents n'avaient pas les moyens de payer les études. J'étais sans emploi pendant plus de 9 mois. Je traînais à la maison et je ne faisais rien. Maintenant que j'ai ce travail, ma vie a repris un sens. J'ai pu envoyer mon frère à l'université, je paie la scolarité de ma sœur et moi-même, j'irai au Polytechnique d'Ibadan cette année. Avec l'argent que je gagne, je me suis aussi acheté une moto pour aller à l'école. Depuis sa création en 2012, l'incubateur a pris en charge la formation et le mentorat de 500 jeunes entrepreneurs de l'agrobusiness dans plusieurs pays d'Afrique, dont 80 dans la seule région d'Ibadan. Ce dispositif est à la pointe du renouveau dans le secteur. Quand ils vous présentent leur business plan. Et ils savent absolument quand ils peuvent faire des bénéfices, ils savent comment ils peuvent faire le marketing, ils savent exploiter toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir liées dans l'agriculture. Donc ils combinent les marchés, ils combinent les aspects sociaux et ils combinent aussi l'industrie à cela. C'est ce que nous ne faisions pas avant. C'est ce que font en tout cas les partenaires pas encore trentenaires de Tofan Food, une micro-société de l'agrobusiness née il y a 6 mois à peine et qui compte déjà 6 employés. Production phare, des chips issus de la fleur de manioc,
commercialisé sous le nom de Tidbits. Et déjà un dilemme, une demande bien plus importante que la matière première nécessaire à la fabrication des chips. Ce n'est pas évident de se procurer des matières premières, surtout la farine de manioc. C'est difficile d'en trouver au Nigeria, mais nous essayons de nous ravitailler. Nous ne pouvons pas satisfaire la demande actuelle. Nous produisons à peu près 500 dizaines de Tidbits par semaine et le marché en veut 2000. Nous avons des clients ici à Ibadan, nous avons des clients dans la région d'Ogun et dans le sud-ouest du Nigeria. La solution pour nous sera d'ouvrir une unité de production à Ogun et de consacrer notre production ici au marché d'Ibadan et ses environs. Pour ces jeunes entrepreneurs, les profits sont déjà au rendez-vous. La ferme aquacole d'Idowu a fait un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers de dollars au cours des 6 premiers mois de production. Et il est déjà question de migrer vers d'autres installations. Notre projet pour l'avenir, c'est de répliquer ailleurs ce que nous avons ici. Nous devons situer notre entreprise dans un endroit idéal afin de récolter un maximum de bénéfices. Nous avons placé la barre très haut. Nous voulons devenir une entreprise internationale et fournir tous les supermarchés au Nigeria. Ensuite, nous nous tournerons vers l'exportation vers d'autres pays africains et, qui sait, peut-être le monde entier. Une ambition naissante chez ces entrepreneurs réunis à ce forum des agripreneurs organisé par la Banque africaine de développement. Ils veulent d'abord nourrir l'Afrique, mais pas seulement. Derrière l'agrobusiness nigérian se profile l'espoir de jouer un rôle grandissant sur la scène internationale à travers l'immense chantier de la transformation des matières premières agricoles africaines. Une prise de conscience qui reposera aussi beaucoup sur la formation et le mentorat de ces managers du futur. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Le Kenya, spectateur innocent du choc global de la dette, ce sont les mots de Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international lors de sa récente visite à Nairobi. Elle s'est dite confiante dans la capacité de remboursement du Kenya ainsi que dans sa politique fiscale. Un soutien précieux pour le gouvernement de Nairobi dans un contexte difficile. Un nouvel emprunt de 2 milliards de dollars est en effet envisagé pour faire face aux échéances de remboursement des dettes du pays. Le président américain Joe Biden a signé un décret autorisant des sanctions contre le Soudan. C'est une menace qui, à défaut d'un cessez-le-feu durable, pourrait devenir une réalité. Le pays est toujours en proie aux combats armés menés par 2 généraux rivaux. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés prévoit un exode d'au moins 800 000 personnes et le Programme alimentaire mondial a estimé que 13 millions de dollars de vivres destinés au Soudan ont été pillés depuis le début du conflit le mois dernier. Et en répercussion à ce terrible conflit, les exportateurs de gomme arabique observent un net ralentissement du commerce. La gomme arabique, c'est un émulsifiant primordial pour l'industrie agroalimentaire mondiale, par exemple l'activité de grands groupes comme Coca-Cola ou Pepsi-Cola. Elle provient d'un exudat de sève et elle est récoltée principalement en Afrique saharienne. Le Soudan est un pays incontournable où la récolte et le commerce de gomme arabique faisaient vivre des milliers de familles. Comment booster ses défenses immunitaires avec une algue miracle? C'est possible avec la spiruline, une microalgue devenue très populaire depuis les années 70. À l'époque, elle avait été trouvée sous forme de galettes sèches vendues dans les marchés autour du lac Tchad. Mais sa consommation remonte sans doute au IXe siècle en Afrique. Aujourd'hui, la microalgue est principalement cultivée en Chine, mais plusieurs pays africains comme le Bénin entendent bien poursuivre son exploitation, notamment pour combattre la malnutrition. Regardez.
Cette algue découverte en 1950 dans le lac Tchad fait des miracles. Avec 5 grammes administrés chaque jour sous forme de complément alimentaire, elle remet sur pied un enfant souffrant de malnutrition sévère en quelques semaines. Le nom de cette plante, la spiruline. Très riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments et en protéines, elle réunit toutes les vertus pour réguler le taux de cholestérol dans le sang et renforcer le système de défense immunitaire chez les personnes porteuses du VIH. La spiruline met également le consommateur à l'abri de la grippe et du paludisme, la première cause de mortalité en Afrique. Des pays comme le Bénin ont vite compris les bienfaits de cette algue providentielle. À l'unité de production de la spiruline UPS, Roger Kounglenou Andouké et son équipe s'investissent dans la culture de l'algue pour répondre à une demande pressante. Dans ce pays, 43% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. À l'aide de la spiruline d'importation, nous avons pu récupérer une trentaine d'enfants en moins de 30 jours. On s'est rendu compte que ce produit était devenu un produit merveilleux, un produit extraordinaire. Pour les enfants de 0 à 5 ans, en 30 jours, les enfants récupéraient totalement leur santé. On s'est rendu compte au cours du projet que même les personnes d'un certain âge, disons les personnes âgées, n'est-ce pas, se retrouvaient, les sportifs se retrouvaient, les femmes enceintes. Donc bref, c'est pratiquement toutes les tranches d'âge, n'est-ce pas, qui se retrouvaient, n'est-ce pas, dans la consommation de la spiruline. La spiruline pousse dans les eaux à une température de 25 degrés Celsius. Sur ce point, l'Afrique offre des conditions propices pour la culture de l'algue à grande échelle. Mais son exploitation demande beaucoup de rigueur, de travail et des moyens adéquats pour faire face à des intempéries qui peuvent affecter le rythme de fabrication. S'ajoutent à cela des problèmes d'électricité, d'infrastructure et de manque d'équipement. Des écueils qui, une fois palliés, pourraient accroître considérablement la production de spiruline. La spiruline, c'est une microalgue. Elle est photosynthétique et elle est cultivée dans des bassins qui sont à l'air libre. Donc, tout ce qui est facteur climatique intervient sur le développement de la spiruline. Donc, l'ensoleillement, si la période est pluvieuse. Actuellement, l'UPS produit 2 à 3 kg d'algues par jour. Cette ressource végétale est ensuite transformée en complément alimentaire ou bien en yaourt, en biscuits. Mais des ateliers de l'UPS sortent également des produits d'hygiène à base de spiruline, savon, shampoing. De nouveaux produits sont en phase d'étude comme le lait pour le corps, la vinaigrette et des jus de fruits. Des produits qu'attendent les clients, des particuliers mais surtout des grossistes, des supermarchés et des pharmacies béninoises. Le rêve de l'UPS, c'est de conquérir le marché de la sous-région, à commencer par le Togo voisin. Dans cette perspective, l'UPS nourrit l'ambition de multiplier par 3 ou 4 ses capacités de production pour répondre aux besoins des Béninois, mais aussi pour satisfaire la demande qui s'exprime dans la sous-région. Si tous nos bassins étaient en production, nous aurions eu annuellement entre 2 tonnes et 2 tonnes 5. Actuellement, nous sommes à 800 kg de production du fait que nos infrastructures de production fonctionnent au tiers du fait du vieillissement et manque de financement, n'est-ce pas, pour renouveler, n'est-ce pas, ces infrastructures. Donc actuellement, nous sommes autour de 800 kg et ça fait que nous sommes strictement cantonnés à satisfaire le marché intérieur. Mais tout cela nécessite de grands moyens, notamment l'installation de panneaux solaires pour s'affranchir des délestages du réseau électrique, mais aussi pour s'assurer des économies sur la dépense en énergie. Marianne Liu Nento, chargée de suivi et d'évaluation de projets pour Power Electrical Generation, étudie le projet. De toute façon, il y aura un investissement quand même à faire, un bon investissement à faire quand même, parce qu'il y a beaucoup de moteurs là. Sur le site, il y a beaucoup de moteurs. Et il y a beaucoup d'appareils qui ont des puissances relativement élevées. Voilà. À l'image du Bénin, les fermes de spiruline se multiplient à travers le continent. Le Burkina Faso compte déjà plusieurs exploitations installées à l'initiative d'associations et d'ONG humanitaires. Mais de tels projets méritent le soutien des partenaires pour leur développement. L'enjeu est réel quand on sait que 40% des ressources des États d'Afrique au sud du Sahara sont englouties dans les dépenses de santé.
Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Gagan Gupta, le cofondateur d'Arise IIP, qui est aussi l'opérateur de la zone de Hancock au Gabon. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.